C'était le 1er avril de l'an 457. Juste à l'extérieur de Ravenne, à un endroit appelé Ad Columellas, aux petites colonnes, Majorien a été proclamé César par ses troupes. Son général Burco venait de vaincre une petite armée d'Almanie sous les ordres de Majorien, et ainsi l'élévation de Jules Valère Majorien au rang d'empereur romain d'Occident était achevée. Cependant, il faut noter que la position de Majorien n'a été officiellement reconnue que le 28 décembre 457 par son collègue de l'Est, Léo, le plaçant probablement au rang d'Auguste de l'Ouest. Léo avait également accédé au trône oriental la même année, succédant à l'empereur précédent, Marcien, qui est décédé à l'âge de 65 ans. Ce que Majorien a fait exactement entre le 1er avril et le 28 décembre est inconnu. Il préparait probablement son gouvernement et planifiait déjà ses grands projets pour restaurer l'Empire romain d'Occident. Car c'était l'objectif ultime de Majorien dès le tout début. Ce que nous savons toutefois, c'est qu'immédiatement après cette reconnaissance officielle par le nouvel empereur de l'Empire romain d'Orient, Majorien a immédiatement adressé un document au Sénat de Rome depuis Ravenne, le 11 janvier 1458. Dans ce document, officiellement intitulé « Le début du règne de notre Seigneur Majorien Auguste », Majorien s'adresse au vieux et vénérable Sénat de Rome, reconnaissant ainsi son autorité et confirmant son élévation à Auguste de l'Occident. C'est alors que Majorien s'est immédiatement mis au travail avec un zèle et une diligence qu'on n'avait pas vus depuis les jours anciens. Car Majorien savait que l'Empire romain d'Occident était malade, proche de la mort même, et que pour qu'il survive, 3 choses seraient nécessaires. Premièrement, des réformes et des lois très profondes et ambitieuses qui revitaliseraient le système sociétal corrompu et injuste de l'État romain occidental. Deuxièmement, une immense campagne militaire qui réduirait tous les envahisseurs germaniques au statut de fédérés et, enfin, reconquérir la province d'Afrique pour l'Empire d'Occident. Car tant que la menace de bataille planait, Rome ne pouvait être libre. De plus, les revenus fiscaux de cette riche province étaient absolument nécessaires pour réparer les finances de l'État romain d'Occident, presque en faillite, et ainsi lever de nouvelles armées. Ainsi, Majorien commença son travail. Il promulgua une série de 12 lois ou réformes connues sous le nom de Novelli Majoriani. La première était l'adresse précédemment mentionnée au Sénat, en gros son discours d'ouverture. Mais les 11 autres étaient des lois et des réformes conçues pour s'attaquer aux problèmes fondamentaux de l'Empire romain d'Occident. Les problèmes qui devaient être résolus si l'Empire de l'Ouest voulait survivre. La plupart de ces lois visaient à lutter contre le problème de la corruption, qui était devenu si grave à son époque que cela affaiblissait les recettes fiscales de l'État. De nombreux fonctionnaires gardaient injustement une partie des recettes fiscales pour eux-mêmes, enrichissant leurs propres poches, ce qui bien sûr signifiait que les revenus de l'État étaient diminués, ce qui à son tour signifiait que les impôts devaient être très élevés pour compenser cette perte. Certains de ces Novelli Majoriani étaient redestinés à résoudre ce problème. Une autre de ces lois a tenté de remédier au déclin des naissances chez les Romains. Une partie du problème était que les jeunes femmes prenaient parfois des vœux religieux de chasteté à un âge assez jeune. Ce n'était pas pour des raisons pieuses, mais elles étaient souvent contraintes de le faire, car le mariage signifiait souvent que la richesse familiale était réduite par le biais de grosses dots. Ainsi, les naissances ont diminué et l'Empire avait désespérément besoin de nouveaux Romains natifs. Ainsi, Majorien promulgua une loi interdisant aux femmes de prendre de tels vœux religieux avant l'âge de 40 ans. Un autre de ces nouvelles majeures a essayé de résoudre un autre problème fondamental, à savoir que les civils ordinaires ne savaient pas manier les armes, et en période d'invasion barbare fréquente, il devenait parfois très nécessaire de pouvoir se défendre. Le Novellae Majoriani 8e a été publié pour résoudre ce problème, et nous savons que Valentinien III avait promulgué la même loi 18 ans plus tôt. Ainsi, les civils romains, dans tout l'Empire occidental, étaient désormais encouragés à porter des armes et à s'entraîner afin d'être plus efficaces pour repousser les raids barbares. C'est assez déconcertant que cette loi soit arrivée si tard, seulement en 440 et 458 respectivement, alors que les incursions barbares posaient déjà problème plusieurs décennies auparavant. La loi la plus célèbre de Majorien est peut-être la Novellae Majores IV, dans laquelle il a tenté de protéger les magnifiques monuments de la Rome antique. En juillet 458, lorsque cette loi a été promulguée, Rome avait déjà été pillée 2 fois récemment,
une première fois en 410 par les Wisigoths et une seconde fois en 455 par les Vandales. La ville, désormais complètement appauvrie, verrait une pratique très ignominieuse se répéter de plus en plus souvent. Les habitants de Rome eux-mêmes démolissaient souvent de vieilles colonnes, au lieu de les réparer, et utilisaient des matériaux de construction des anciens monuments pour ériger leurs propres habitations médiocres. Nous savons que Majorian s'était rendu à Rome au moins 2 fois, une fois en 450 et une fois en 454, probablement à nouveau en 458, et nous pouvons être assez sûrs qu'il avait été témoin de cette méprisable pratique de détruire l'ancien et le magnifique pour ériger le nouveau mais moins splendide. Rome, bien sûr, à cette époque était encore un spectacle extrêmement magnifique à contempler, mais la gloire commençait déjà à s'estomper, en particulier dans les zones périphériques moins densément peuplées, et c'est pourquoi Majorian abordait ce problème avec sa loi. Un haut fonctionnaire surpris en train d'endommager un monument devait payer 50 livres d'or, et toute personne surprise à travailler pour un tel fonctionnaire se ferait amputer les 2 mains. La sévérité de cette loi est frappante, et donc nous pouvons supposer que Majorian savait qu'une loi aussi sévère était nécessaire pour avoir une chance d'être pris au sérieux et pour stopper la destruction de Rome. De plus, il a ordonné que les bâtiments qui pouvaient encore être réparés soient réparés dans la mesure du possible. Nous pouvons donc voir l'amour de Majorian pour l'ancien, pour les traditions de Rome, pour l'idée de ceux qu'était autrefois Rome, et son désir de revenir aux jours de gloire passés. Et les anciens monuments de César, de Pompée, d'Auguste, de Trajan et des autres étaient une partie si intégrante de la romanité que Majorian voulait les protéger à tout prix. Maintenant, alors qu'il était à Ravenne, réfléchissant à la manière de restaurer l'Empire, promulguant des lois, les raids vandales dans le sud de l'Italie devenaient de plus en plus graves. En apprenant les dernières attaques, Majorian décida de partir de Ravenne pour se rendre en Campanie, là où les raids étaient les plus violents. Nous ne savons pas quelles troupes il a rassemblées, mais nous savons qu'il commandait quelques milliers de gardes palatinat de l'ancien empereur Valentinien III et qu'il aurait peut-être également commandé des troupes restantes de Comitatensis et Limitanei. Et il se trouve que, en 457 ou 458, la date exacte étant inconnue, pendant que Majorian renforçait les défenses côtières de l'Italie contre les raids des Vandales au sud de Rome, un groupe de pillards vandales et berbères débarqua au fleuve Garigliano, en Campanie, près de l'endroit où se trouvait Majorian. Il a soudainement attaqué, prenant totalement par surprise les Vandales et les berbères, les écrasant complètement. Beaucoup d'entre eux se sont noyés ou ont été abattus en fuyant. Telle était la colère de Majorian. Les quelques Vandales qui ont survécu à ce massacre ont apporté la nouvelle à Genséric, le roi rusé des Vandales. Et ainsi Genséric a compris que Majorian était un ennemi dangereux, le premier empereur romain d'Occident de son époque qui pouvait représenter une véritable menace pour lui. Cette rencontre n'a probablement fait qu'augmenter la détermination de Majorian, à savoir restaurer l'Empire romain d'Occident à son ancienne gloire, réduire tous les barbares au sein de l'Empire romain en tant que fédérés et écraser le royaume vandale et reconquérir l'Afrique pour l'Empire romain. Et pour cela, il avait besoin d'une flotte. L'Italie avait, depuis l'Antiquité, stationné ses flottes dans 2 puissants ports, l'un à Misène, le port de Néapolis, et l'autre à Classis, le port de Ravenne. Mais l'empereur Constantin avait pris les 2 flottes prétoriennes, la Classis Misenensis et la Classis Ravennatis, plus de 130 ans plus tôt, afin de vaincre son rival Licinius. Abrité à Constantinople. Et ainsi, l'Italie s'est retrouvée sans flotte. En effet, l'essor de l'Est a été construit sur le déclin de l'Ouest. Ainsi, Majorian a construit de nouvelles flottes. En 458, il ordonna la construction d'une flotte à Misène et, après être revenu à Ravenne, donna l'ordre d'en construire une seconde à Classis. Sidonius Apollinaris a décrit comment d'énormes quantités de forêts ont été coupées dans les Apennins et transportées vers les rivages pour cet effort de construction. Majorian a probablement rêvé de restaurer les anciennes flottes prétoriennes, comme au temps d'Auguste lui-même. Priscus de Panium affirme que la flotte construite comprenait 300 navires, une taille vraiment impressionnante pour un empire si affaibli. Mais pour restaurer l'Empire romain d'Occident, il avait également besoin d'une armée.
Cependant, les réserves fiscales de l'Empire étaient presque épuisées. Les recettes fiscales étaient faibles et lever de nouvelles légions serait difficile, car les Romains italiens avaient besoin d'une forte incitation financière pour risquer leur vie. Mais d'un autre côté, les mercenaires barbares étaient beaucoup moins chers. Moins chers, mais pas aussi fidèles que les Romains, et se battant seulement pour de l'argent au lieu de la gloire de Rome. Mais il n'avait pas le choix, et il a donc lancé une campagne de recrutement massive. Il a recruté de grandes bandes de tribus des régions danubiennes, des Ostrogoths de leurs implantations près de la Dalmatie, et très probablement de nombreux autres combattants de différentes tribus. Sidonius Apollinaris liste les Suèves, les Huns, les Gépides, les Alains, les Ruges, les Burgondes et même les Wisigoths. Cette armée devait compter entre 15 et 30 000 soldats. Selon Sidonius également, il devait y avoir des troubles au sein de cette armée lorsqu'elle était stationnée près de Mediolanum, car beaucoup venaient de tribus qui venaient juste de combattre les unes contre les autres, en particulier les Huns, qui n'étaient certainement pas les bienvenus pour beaucoup. Mais cette agitation fut rapidement résolue en punissant les contrevenants, et le moment était enfin venu pour le grand plan de reconquête de Majorien. Ainsi, à la fin de 458, Majorien partit du camp militaire près de Mediolanum pour se rendre dans le sud de la Gaule. Il choisit Nepocianus comme général, le père du futur empereur Junius Nepos, laissant Richemar en Italie. Sa première erreur, comme nous le verrons plus tard. La traversée des Alpes à cette période de l'année était difficile, mais face aux plaintes de son armée, Majorien répondit « Alors bientôt, je vous rendrai l'appareil pour les gelées que vous supportez, et je vous offrirai un été en Afrique. » Il est arrivé à Arlat en décembre 458. Là-bas, son général Égidius avait déjà affronté les Wisigoths, qui s'étaient étendus de manière agressive au cours des dernières années depuis la mort d'Aetius et Valentinien III. Près d'Arles, la défaite était décisive. Théodoric II n'a eu d'autre choix que de reconnaître à nouveau la domination romaine, de céder tout le territoire en Hispanie aux Romains et de ramener son peuple au statut de fédéré. Après cette impressionnante victoire, Majorien a nommé Égidius Magister Militum per Gallias et l'a envoyé en Gaule où il devait consolider le pouvoir romain. Mais il restait encore beaucoup à faire. Ensuite vinrent les Bourguignons. Ils avaient également étendu de manière agressive leur royaume à la suite de la disparition d'Aetius et de Valentinien, et ainsi il marcha sur Lugdunum. C'est ici que résidait le poète Sidoine Apollinaire, le gendre de l'ancien empereur Avitus. Lugdunum s'était rebellé contre Majorien non seulement avec l'aide des Burgondes, mais aussi avec l'aide des rebelles Bacchidés. Lugdunum a été assiégé et les Burgondes ont été vaincus par Majorien et son général Nepotianus. Les rebelles Bacchidais ont également été complètement vaincus et contraints de rejoindre l'armée romaine. Les Burgondes ont à leur tour perdu de vastes terres aux Romains de l'Ouest et ont été, comme les Wisigoths auparavant, réduits au statut de fédérés. En janvier 459 donc, Majorien entra dans Lugdunum où Sidonius Apollinaris délivra un panégyrique à l'empereur. Le gendre d'Avitus, que Majorien avait renversé 2 ans plus tôt, loua les hauts faits de l'empereur et passa d'ennemi à ami de Majorien, car il fut conquis par la détermination de l'empereur à restaurer la gloire de Rome. Majorien est revenu à Arles, d'où il a émis certaines de ses Novellae Majoriani et frappé des pièces de monnaie. Les flottes qui avaient été construites à Misène et Ravenne ont probablement aussi été amenées à Arles, mais nous ne savons pas exactement comment et quand. Majorien envoya ensuite des envoyés à l'empereur de l'Est, Léon, et à Marcellinus de Dalmatie. La Dalmatie était encore de facto un royaume indépendant, mais Majorien, probablement avec l'aide, agit à nouveau comme partie intégrante de l'Empire romain. Ainsi, Marcellinus fut envoyé par Majorien et Léo pour reconquérir la Sicile, pour l'Empire romain d'Occident. Car les Vandales avaient tenté de conquérir l'île. Mais Marcellinus a vaincu les Vandales et a récupéré l'île pour l'Imperium Romanum. Une autre victoire incroyable pour cet empire supposément mourant. Majorien,
probablement toujours à Arelat, envoya une grande partie de son armée sous le commandement de Népotien pour poursuivre la campagne contre les Wisigoths et également contre les Suèves. En 460, il a vaincu les Wisigoths, les forçant à signer un traité définitif d'acceptation de la domination romaine et obligeant même certains d'entre eux à rejoindre l'armée romaine. Sunéric, un commandant wisigoth, puis avec Népocianus, marcha contre les Suèves et les vainquit à Scalabis et à Lucus Augusti. Ils ont également dû céder la partie sud de leur royaume à l'Empire romain d'Occident et ont été réduits au statut de fédérés et ont dû accepter la domination romaine. Népotien, après cette victoire, fut nommé gouverneur de la province d'Hispanie. Ainsi, en seulement 1 an et demi après être parti d'Italie, Majorien, avec l'aide de ses généraux compétents Népocianus, Aegidius et Marcellinus, avait réussi à restaurer de grandes parties de l'Empire romain d'Occident. Les 4 Wisigoths, les Burgondes et les Suèves ont tous été réduits au statut de fédérés. La Dalmatie se battait à nouveau pour l'Empire romain d'Occident et la Sicile avait été rétablie sous la domination romaine. L'étoile des Romains d'Occident, semblait-il, se levait contre toute attente. Mais la fin de Majorien était encore à venir. La reconquête de l'Afrique vandale n'était toujours pas accomplie, mais maintenant le moment était venu. Majorien partit d'Arilat au début de l'année 460, sa flotte naviguant le long du littoral sous les yeux de son armée. En avril 460, il pénétra dans la ville de César Augusta dans sa province romaine nouvellement rétablie d'Hispanie. C'était la 3e année de son règne, et il a donc célébré son Adventus, l'anniversaire de sa proclamation en tant qu'empereur. Les temps étaient vraiment bons et une célébration était donc de mise. Quittant César Augusta 2 semaines plus tard, il se rapprocha maintenant de Portus Illiquitanus, où il rassembla toute sa flotte, les 300 navires de cette nouvelle armada romaine occidentale. Il est tout à fait possible qu'il ait fait construire d'autres navires directement dans ce port près de la ville de Cartagonova. Et maintenant, en effet, le moment est venu de mettre en œuvre le grand plan et de reconquérir l'Afrique des Vandales, et ainsi de vraiment restaurer l'Empire romain d'Occident une fois pour toutes. Mais ce qui s'est passé ensuite, chers amis de l'histoire romaine tardive, est une histoire pour le prochain épisode. Et le savoir-faire que les personnes incroyables de la boutique Senatus Populusque Romanus ont investi dans cette bague. Et vous pouvez en commander une en bronze et même en argent. Je me demande ce que Majorien dirait de cela, s'il pouvait voir que sa mémoire brille encore vivement en la 1562e année après sa mort. C'est un incontournable pour tous les vrais fans de Majorien. Et bien sûr, en bonus, cela aiderait grandement cette chaîne à diffuser le message sur les héros de la fin de l'Empire romain. J'ai mis le lien vers leur boutique dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé, et avec ce lien, vous pouvez obtenir une remise de 10% sur chaque achat si vous tapez le code de réduction Majorianus. Alors allez voir leur assortiment, c'est vraiment incroyable. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne manquer aucune future vidéo sur la fascinante période de la fin de l'Empire romain. Et s'il vous plaît, pensez à soutenir mon travail sur Patreon ou via l'adhésion à YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Et je voudrais remercier tout particulièrement notre nouveau soutien Patreon, Alexandre Young, qui soutient cette chaîne en tant que restitutor Orbis. Merci beaucoup Alexandre Young pour votre soutien généreux. Sérieusement, cette chaîne ne fonctionnerait pas sans nos incroyables membres plateformes de financement participatif et YouTube, et les adhésions plateformes de financement participatif, YouTube ou les dons paiement en ligne PayPal, ou bien sûr simplement en regardant. Merci beaucoup mon ami. Et si vous voulez voir la première partie de cette trilogie sur la vie de Majorien, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez en savoir plus sur l'état de la ville de Rome à cette époque, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, Gracias, Tibiago et Benevalete,